Très bien, mes chers amis, chers collègues néanmoins amis, ou l'inverse, je ne sais pas comment on dit. Nous allons pouvoir commencer cette audition sur le PLFSS et nous entendons ce matin Yann Gaël Amghar, qui est directeur de l'URSSAF Caisse nationale, que nous avions entendu avant l'été, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Et nous disposons d'1 heure avant l'audition suivante. Donc, Monsieur Amghar, d'abord, je vous remercie d'avoir décalé plusieurs fois l'horaire. Non, c'est normal, mais c'est quand même gentil. Donc, je le précise. Et je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Je vous prie d'excuser le caractère assez désagréable pour vous de ma voix ce matin. Je vais essayer de limiter ces agréments, mais je crains de ne pas pouvoir totalement l'éviter. Ce sont les problèmes de santé de la saison de l'automne, on l'avait oublié. Alors, rapidement, en propos introductif, quelques éléments à la fois sur gérer notre activité côté URSSAF en tant que financeur de la sécurité sociale, et donc sur les conséquences de l'équilibre financier du PLFSS sur cette activité, et puis par ailleurs sur quelques articles qui nous concernent plutôt dans notre activité de gestionnaire des cotisations sociales dans le cadre du réseau URSSAF. Alors, sur l'équilibre financier et l'impact sur les missions de trésorerie, bon, l'effet marquant de l'année 22 et l'année 2023, c'est d'une part la réduction du déficit du régime général et d'autre part les reprises de dette du régime général par la CADES à hauteur de 40 milliards en 2022 et de 25 milliards 6 en 2023. Et cela se traduit par une réduction forte des besoins de financement du régime général. On va dire qu'on se rapproche finalement, après la parenthèse de la crise, de niveaux de financement plus proches d'une certaine normalité. Je ne dis pas que forcément que c'est normal, mais en tout cas c'est moins exceptionnel que ce qu'on a connu les dernières années. C'est-à-dire que, pour illustrer, on a un besoin de financement du régime général qui était à 32 milliards en début d'année 2022. On devrait finir l'année 2023 à 13 milliards. Et si on est strictement sur le régime général, on n'aurait pas de besoin de financement à fin d'année 2023. Alors, on a quand même, bien entendu, un plafond d'emprunt proposé dans le PLFSS à 45 milliards. Alors, 45 milliards, c'est en net retrait par rapport à ce qui est prévu en 2022, à savoir 65 milliards. Alors, peut-être pour expliquer, ce plafond, c'est un maximum autorisé. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on l'utilise. Et c'est un maximum qui est calé en tenant compte, d'une part, de ce qu'on appelle notre point bas de trésorerie, c'est-à-dire que notre profil de trésorerie évolue tout au cours de l'année. On pense qu'on devrait être à avoir ce point bas en janvier 2023 à 35 milliards. Ce point bas, il tient compte non seulement des besoins de financement du régime général, mais aussi du fait que, du côté URSSAF, nous effectuons des avances pour un certain nombre d'autres régimes. C'est-à-dire que les différents régimes sociaux qui ont à un moment une dette qui n'est pas reprise par la CADES, nous empruntent, et c'est nous qui allons sur les marchés financiers réaliser des avances à leur place. Pourquoi cela ? Il s'agit d'une logique un petit peu d'efficience, d'éviter que tous ces régimes, dont certains sont des petits régimes, doivent monter un peu l'ingénierie financière que suppose le fait d'aller sur les marchés financiers, et ça leur permet de bénéficier, entre guillemets, de la bonne notation financière de la COS. Aujourd'hui, les principaux régimes
qui bénéficient de ces avances de la COS sont le régime agricole, la MSA, et la CNRACL, donc la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Par ailleurs, quand on fixe ce plafond, on tient forcément compte d'une part du fait qu'on emprunte toujours un peu plus que ce dont on a besoin. Pourquoi? Parce que nos besoins de financement varient fortement dans le temps, notamment tous les 10 du mois, ou peu s'en faut, il faut sortir environ 10 milliards pour les retraites. Et que bien entendu, ce n'est pas le 9 milliards, le 9 du mois qu'on lève ces 10 milliards. Il faut forcément les lever avec un peu d'anticipation. Donc, pour être certain de couvrir cette échéance la plus importante, celle du 10, il faut forcément avoir une marge de pré-emprunt et donc de sur-emprunt. Ça veut dire qu'on emprunte forcément plus que le strict nécessaire pour pouvoir être certain de couvrir toutes les échéances, car il est inenvisageable qu'un jour on ne puisse pas payer les pensions à date convenue. Alors, je dis les pensions parce que c'est la plus forte sortie du mois, mais bien entendu il y a les prestations CAF également en début de mois, et puis il y a les versements au système de santé tout au long du mois. Et puis par ailleurs, ce plafond, il tient compte inévitablement du fait qu'on est dans un univers beaucoup plus incertain que ce qu'on connaissait il y a encore quelques années. Et nécessairement, il est inévitable, indispensable de prévoir dans le plafond d'emprunt de la COS des aléas. Les aléas, je dirais, nature économique, qu'il s'agisse de l'impact de la guerre en Ukraine, de l'impact de l'inflation, de la crise énergétique, ou encore des aléas, par exemple, sur l'ONDAM, notamment en cas de nouvelles difficultés sanitaires venant du Covid ou d'autres facteurs. Voilà. Je pense que les années passées, les 2-3 années qu'on vient de connaître, nous ont montré qu'il faut intégrer bien plus que précédemment cette part d'aléas, parce qu'on est rentré dans un monde plus incertain que ce que nous connaissions avant 2020. Donc tout cela explique le fait qu'on a un plafond qui reste à 45 milliards, quand bien même la situation financière et les besoins de financement du régime général sont en forte réduction. Alors, l'autre changement sur le contexte d'emprunt, c'est que là où nous avons vécu depuis 2015 dans un univers de taux négatifs, et donc avec une dette du régime général qui générait des produits financiers, 2022, c'est la dernière année où on connaît cela. Alors, ces produits financiers, ils ont atteint en 2021 270 millions. C'est-à-dire que cette dette a rapporté près de 300 millions à la sécurité sociale. 2022, on a encore connu des taux négatifs jusqu'à cet été. Et depuis le mois de septembre-octobre, on rentre dans un univers de taux nuls, voire positifs, et ça va se poursuivre en 2023. Donc en 2022, on aura encore, pour la dernière année, 60 millions de produits financiers liés à cette dette, mais en 2023, on renoue avec des taux positifs. Alors, des taux qui restent très bons parce qu'on est toujours dans un contexte, malgré tout, de taux qui restent bas, qui restent très inférieurs à l'inflation. Donc, si on raisonne en taux réels, on est toujours sur des taux réels très négatifs, très défavorables au rentier. Mais voilà, c'est quand même un élément nouveau que je souhaite souligner. Si je passe maintenant sur les quelques articles qui concernent le réseau URSSAF dans le PLFSS, j'irai quatre articles principalement. L'article 5 qui est relatif à l'avance immédiate du crédit d'impôt pour les services à la personne. Alors comme vous savez, depuis 2022, nous avons déployé ce service d'avance immédiate du crédit d'impôt service à la personne qui permet aux ménages utilisateurs de services à la personne de bénéficier immédiatement de ce crédit d'impôt, en fait, et de n'avoir à payer que ce qui reste à la charge du ménage. C'est un système finalement de tiers payant. Alors, c'est une réforme qui se met en place graduellement parce qu'on a, s'agissant des services à la personne, des activités extrêmement diverses. On peut être en emploi direct ou passer par un intermédiaire, entreprise ou association, mandataire ou prestataire. Et puis, il y a, je dirais, le cas simple par lequel on a commencé, c'est-à-dire quand il n'y a
aucune aide sociale qui intervient, mais on sait qu'il y a un certain nombre de services à la personne pour lesquels il y a d'autres aides qui interviennent, des aides de la CAF, notamment complément mode de garde, ou les aides des départements, l'APA et la PCH. Donc on a commencé par le cas le plus simple, c'est-à-dire les situations où il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'aide sociale. On a aujourd'hui 300 000 ménages qui ont activé ce service. La cible est bien que l'ensemble des ménages en bénéficient. Cela suppose des travaux avec la CAF, avec les départements pour intégrer les prestations en question dans le circuit. Et donc l'article 5 qui vous est proposé porte sur le calendrier en fait de mise en œuvre de cette réforme. Mais la cible est bien que l'ensemble des ménages puissent en bénéficier en 2024. On a un article 6 qui comporte diverses dispositions sur le contrôle, avec l'idée de, par exemple, généraliser une expérimentation sur la durée des contrôles pour les très petites entreprises. Cet article permet aussi de définir comment, en cas, dans les situations notamment de contrôle, où l'entreprise ne corrige pas d'elle-même ses données sociales, l'URSSAF ou la MSA peut corriger à sa place les données sociales et permettre qu'elles soient utilisées par les organismes qui versent des prestations, notamment les caisses de retraite. L'article 9 nous concerne au titre du dispositif simplifié pour les médecins qui exercent une activité libérale réduite. C'est un dispositif qui a été introduit il y a maintenant 3 ans, qui permet à des médecins qui ont une activité libérale réduite d'avoir, je dirais, un mode très simplifié de gestion des cotisations sociales pour ne pas avoir toute la charge administrative que représentent les cotisations sociales classiques. Donc on a un dispositif simplifié et qui est étendu par ce projet d'article aux activités de régulation. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et donc par ailleurs, l'article 41 comporte plusieurs dispositions qui visent à faciliter à la fois nos actions de lutte contre la fraude et également de recouvrement des créances frauduleuses. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci, monsieur le directeur. Et je vais passer tout de suite la parole à Elisabeth Doineau, rapporteure générale, puis René-Paul Savary, président de la MEX, et Katia Poursepoli. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur. J'aimerais tout d'abord faire un petit retour en arrière, si je peux me permettre, sur le refus de certification des comptes 2021 de la branche recouvrement par la Cour des comptes. Dans ce rapport sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale, la Cour a de nouveau en fait souligné, et nous l'a redit la semaine dernière, que les modalités de comptabilisation des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants conduisent à ne pas donner une image fidèle du déficit du régime général en 2021 et de son évolution donc entre 2020 et 2021. Et le premier président l'a effectivement exprimé devant nous lors de son audition la semaine dernière. Et dès lors, est-ce qu'il n'est pas vraiment possible pour votre organisme, de manière générale pour la sécurité sociale, de présenter les comptes de l'année 2021 de manière à respecter les recommandations de la Cour? Bref, est-ce que vous pouvez revenir un peu en arrière et reprendre les recommandations de la Cour? Ma deuxième question est sur la marge d'autorisation d'emprunt. Vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure exposé. L'emprunt à court terme de 45 milliards d'euros en 2023 laisse-t-elle à la caisse? J'aimerais avoir plus d'explications finalement que ce que vous avez donné tout à l'heure au regard des transferts de la CADES qui restent à faire. Et pourriez-vous préciser en fait cette chronique prévue de ces transferts à la CADES l'année prochaine? Est-ce qu'ils satureront l'enveloppe de 136 milliards d'euros accordée par le Parlement en 2020? La dernière question, c'est sur la sensibilité de l'URSSAF, Caisse nationale aux conditions d'emprunt sur le marché. Pouvez-vous ressentir dès à présent une tension sur la disponibilité des fonds? Vous avez l'air de dire, enfin c'est ce que je viens d'entendre, que finalement les choses se passaient plutôt bien. Mais en réalité, est-ce qu'aujourd'hui, dans les incertitudes que traverse notre pays, comme je dirais le monde, est-ce qu'on peut vraiment avoir cette capacité à penser que les choses iront bien demain, étant donné l'inflation et le coût des emprunts? Merci. René-Paul Savary, on va prendre plusieurs questions.
Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, on parlera du transfert du recouvrement de l'Argicarco, pour lequel on a déjà eu l'occasion de discuter. À l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires sociales, ils ont supprimé ce transfert de façon définitive. Nous n'en étions pas arrivés à ce point-là. Il n'empêche qu'il y a encore un certain nombre de problèmes à régler, semble-t-il, puisqu'il était proposé de le faire en 2 fois. Une fois pour les grosses entreprises, dans un premier temps, avant de passer à l'ensemble des entreprises. Et je ne suis pas convaincu que les éditeurs de logiciels soient entièrement au point. En tout cas, hier, dans l'audition que nous avons eue avec Elisabeth Doineau, on voyait bien qu'il y avait encore un certain nombre de difficultés. Il est peut-être important d'attendre un peu par rapport à cette fiabilisation. La Cour des comptes nous l'avait dit. Est-ce que vous restez toujours sur la même position ou pas? En ce qui concerne également le transfert de la Caisse des dépôts qui s'occupe du recouvrement des cotisations pour la CNRACL notamment, ou pour l'IRCANTEC ou la RAFT, semble dire qu'elle ne voit pas d'intérêt non plus là aussi à continuer cette volonté d'universalisation des recouvrements des prestations sociales, sachant que ce n'est pas une universalisation puisqu'il y a un certain nombre d'organismes qui ne seront pas concernés. On pense notamment à la MSA. Alors, est-ce que la volonté de continuer toujours sur cette voie-là, ou bien on se pose un peu en attendant d'avoir un certain nombre de précisions. Puis une troisième question sur les cultes. On voit qu'il y a un certain nombre de difficultés, on les avait levées. Est-ce que là aussi, quel est votre point de vue pour essayer de trouver un terrain d'entente avec ces différents organismes de façon à ce que ces recouvrements, s'ils s'envisagent, ne soient pas subis, mais partagés dans la philosophie de recouvrement, si tant est qu'il y en ait une. Très bien. Vous répondez peut-être déjà, et puis ensuite on passera aux questions des collègues. Très volontiers, Madame la Présidente. Alors tout d'abord, pour revenir sur les 3 points abordés par Madame la rapporteure générale. Alors concernant le refus de certification par la Cour des comptes. Alors tout d'abord, je voudrais bien expliciter le terrain sur lequel s'est porté le débat. Alors on n'est pas sur une remise en cause soit par exemple de la fiabilité des comptes ou du contrôle interne. On est sur un débat portant sur l'application des normes comptables et l'appréciation de 2 éléments, de 2 événements au regard des normes comptables. Et notamment, le débat est de savoir à quel exercice on rattache 2 épisodes. Premier point, les 2 sujets étaient déjà présents dans le débat avec la Cour sur la certification des comptes 2020. Le premier sujet porte sur les régularisations de cotisations des travailleurs indépendants sur les revenus 2020. Donc, comme vous le savez, les travailleurs indépendants sont sur un système de cotisation provisoire, sur la base du dernier revenu connu, et avec une régularisation qui intervient l'année suivante, lorsque leur revenu définitif est connu et déclaré. En 2020, dans le contexte de crise sanitaire et par ailleurs en anticipation d'une forte baisse des revenus indépendants, nous avions réduit d'office les prélèvements sur les travailleurs indépendants. Ça a donné lieu à une régularisation intervenue en 2021. Nous avons appliqué sur ce sujet à la fois les normes comptables qui précisent très clairement que pour les cotisations des travailleurs indépendants, on rattache à un exercice donné les cotisations appelées sur cet exercice et que la régularisation qui a lieu en N+1 est rattachée à l'exercice suivant. C'est ce que décrit très précisément les normes comptables qui s'appliquent aux organismes de sécurité sociale telles qu'elles sont définies par le Conseil de normalisation des comptes publics. Les normes comptables qui sont écrites, qui sont extrêmement précises et prescriptives sur ce point.
Et c'est d'ailleurs la norme comptable que nous avons appliquée de manière permanente depuis que nous traçons les comptes des cotisations de travailleurs indépendants et depuis qu'il y a une application des droits constatés à la sécurité sociale. Donc nous n'avons fait qu'appliquer les mêmes méthodes que ce que nous avons fait chaque année. Et donc ce que nous avons fait est, je dirais, dans la stricte orthodoxie d'application des normes comptables. L'autre point de discussion avec la Cour des comptes porte sur l'évaluation du risque de non-recouvrement sur les dettes accumulées par les entreprises en 2020 dans le contexte de reports massifs consentis par les URSSAF pour la crise sanitaire. Dans les comptes 2020, donc établis au cours du premier trimestre 2021, nous avions fait une évaluation de ce risque de non-recouvrement. Alors, on avait fait une évaluation un peu ad hoc, considérant qu'on ne pouvait pas prendre les références historiques du fait du caractère très particulier, très exceptionnel de ces dettes Covid accumulées par les entreprises en 2020. Nous avions calé cette méthode d'ailleurs en accord avec la Cour des comptes. La Cour des comptes validait le fait qu'on établisse une méthode particulière et n'avait pas contesté nos hypothèses. Elle avait considéré qu'il y avait certaines incertitudes sur ces hypothèses, mais elle n'avait pas contesté ce principe. Dans l'établissement des comptes 2021, on a dû réévaluer ce risque de non-recouvrement. Et on a constaté que finalement, ces dettes Covid accumulées par les entreprises en 2020 étaient remboursées par les entreprises beaucoup plus facilement et rapidement que ce qu'on espérait début 2021. Et donc, cela nous conduisait à réévaluer notre estimation de notre espoir de recouvrement de ces créances 2020. Et donc, cela nous a conduit à corriger cette estimation. Là aussi, les normes comptables sont extrêmement précises. Lorsqu'on corrige une estimation sur la base d'éléments, d'informations nouvelles, cette correction est rattachée à l'exercice au cours duquel on effectue cette réévaluation d'estimation, donc l'exercice 2021. On ne fait sur ce point qu'appliquer les normes comptables. La Cour des comptes aurait voulu que sur ces deux points, on crée des comptes un peu pro forma pour traiter ces deux événements en dehors des comptes de l'exercice 2021. Ce n'est pas conforme aux normes comptables. Les normes comptables ne prévoient pas cela. Donc, moi, je ne peux pas rectifier les comptes. Et clairement, je suis désolé de dire ainsi, mais ce que la Cour attendait de nous aurait conduit, je trouve, à une forme un peu de bricolage sur la manière de présenter les comptes. Et donc, nous n'avons fait qu'appliquer ces comptes. Et d'ailleurs, nous avons quand même aussi une logique, parce que nous collectons pour des organismes qui ne sont pas dans le champ de la sécurité sociale, par exemple pour l'UNEDIC. Donc, l'UNEDIC, dans ses comptes 2021, a été certifié sans réserve, ce qui montre que les commissaires aux comptes de l'UNEDIC ont suivi le même raisonnement que nous. Donc aujourd'hui, si on se mettait à suivre les recommandations de la Cour des comptes, en plus on aurait des choix comptables qui ne seraient pas cohérents entre ce qui s'applique au régime général et ce que les commissaires aux comptes et donc les organismes qu'on collecte comme l'UNEDIC ont retenu. Donc voilà, ça explique qu'on ne peut pas retenir cette approche. Après, si on se tourne vers l'avenir, la Cour des comptes elle-même reconnaît que ces divergences d'appréciation sont tout à fait exceptionnelles et liées au contexte partie de la crise Covid et que ça n'a pas vocation à se répéter puisque c'est comme vraiment lié à deux sujets qui sont tout à fait liés aux circonstances 2020-2021. Alors, concernant votre deuxième question, Madame la rapporteure générale, sur l'autorisation d'emprunt, oui, nous considérons que cette marge est suffisante. De manière classique, hein, d'ailleurs, ce plafond
proposé par le gouvernement dans le cadre d'échanges avec la COS sur notre prévision de profil de risque, enfin de profil de trésorerie, en tenant compte par ailleurs effectivement de l'ensemble des événements, qu'il s'agisse des besoins de financement du régime général, mais aussi des reprises de la CADES. Donc nous avons intégré dans cette prévision de trésorerie à la fois les reprises qui ont lieu en 2022, à savoir les 40 milliards, et les 25 milliards 6 qui sont prévus en 2023. Alors, encore une fois, je l'ai dit, il y a plusieurs éléments qui permettent d'arriver à ce 45 milliards. Il y a le point bas du régime général. Il y a par ailleurs la prise en compte des avances au régime partenaire à hauteur de 5 milliards. Et il y a le fait que donc, nous procédons à cette forme de suremprunt, pré-emprunt, à une hauteur qui peut atteindre 15 milliards. Et ce qui d'ailleurs répond à votre dernière question, qui est extrêmement pertinente et prégnante en ce moment, celle des conditions d'accès au marché financier. Et là aussi, je dirais qu'en 2020, on a changé de monde. Jusque-là, en 2020, on était sur une politique, je dirais, de minimisation de notre solde sur le compte, c'est-à-dire qu'on empruntait un peu au jour le jour et au strict nécessaire. Alors, ça renvoyait aussi à une logique qui était, dans les époques où les taux d'intérêt étaient élevés, qui était une logique de réduire le coût de financement du régime général. Et donc, on essayait de réduire au minimum notre emprunt et de le caler au plus près du profil de trésorerie. Et en se disant qu'on n'avait pas de difficulté à lever les fonds sur les marchés. Donc, c'était une politique, jusqu'en 2020, qui était très dictée par la logique du coût et donc de réduction du besoin de financement. 2020, avec notamment la deuxième moitié du mois de mars 2020, où les marchés étaient complètement fermés en pratique, c'est-à-dire où on pouvait... il n'était pas fermé au régime général en particulier, il était fermé tout court pour l'ensemble des émetteurs, privés comme publics. Et donc, pour vous dire ce qui se passait en mars 2020, là où une journée moyenne, on place 2 milliards sur les marchés, on plaçait parfois 100 millions, 200 millions. Donc clairement, on était en grande tension de financement sur les marchés. Et voilà, on sait que l'exercice qui nous a permis de couvrir les prestations de début avril 2020 a été extrêmement tendu et qu'on a dû solliciter toute une série de concours, notamment le concours de la Caisse des dépôts. Et donc, ça nous a conduit à changer effectivement notre politique de financement et à aujourd'hui avoir une politique de financement qui est beaucoup plus tournée vers la sécurisation des échéances de paiement, des prestations. Et donc, là où avant on était très focalisé sur la question du coût de la dette, maintenant on est beaucoup plus focalisé sur la question du risque de liquidité. Alors, si je mets de côté la période de mars 2020, globalement, on a un bon accès au marché financier. Voilà, on bénéficie de la bonne notation de la dette française. On a d'ailleurs, on a de très bonnes notes de la part des agences de notation. Mais comme on est un émetteur uniquement à court terme, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit d'avoir des titres qui dépassent 360 jours, ça veut dire que ça nous contraint à renouveler en permanence notre dette. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons renouveler une partie importante de nos emprunts pour ne serait-ce que maintenir notre niveau de financement. Donc ça veut dire que nous devons aller tous les jours sur les marchés. On n'est pas comme certains émetteurs publics et comme l'AFT qui font des adjudications tous les mois ou tous les 2 mois. Nous, on doit y aller tous les jours. Et donc ça veut dire qu'on est plus exposé au risque de périodes d'incertitude sur les marchés financiers ou de chocs exogènes. Et pour vous donner une illustration, ces derniers mois, on se finançait bien. Par contre, on est dans un contexte deuxième trimestre et cet été où les investisseurs attendaient des décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt. Et d'ailleurs, ces décisions sont intervenues. Et ça s'est traduit par un fort attentisme des investisseurs. C'est-à-dire qu'ils voulaient bien nous prêter, mais pas au-delà d'un mois. Et donc, ça rendait l'exercice
beaucoup plus compliqué. On y arrive bien entendu à chaque fois, mais ça veut dire que ça plaide là aussi pour rester sur cette politique de prudence, et qui veut dire que là où avant la crise sanitaire, on cherchait à couvrir les 7 à 10 jours qui venaient devant nous. Alors, on se disait que de toute façon, les 7 à 10 jours qui venaient, on allait pouvoir trouver les ressources. Là, notre cible est de couvrir au moins un mois devant nous, parce qu'on veut se couvrir contre des aléas de nature soit géopolitique, soit financière, qui à un moment ferait qu'on aurait une période plus difficile sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, pour vous répondre de manière peut-être plus synthétique, on a un bon accès aux marchés financiers, mais on est, en tant qu'émetteur à court terme, exposé à des périodes qui sont forcément bornées dans le temps, mais des périodes où les marchés financiers peuvent être plus nerveux, plus attentistes, et donc ça plaide pour avoir une politique de prudence qui se traduit par aussi ce plafond d'emprunt qui est fixé avec une marge considérable. Je vais venir maintenant aux questions posées par Monsieur le Président de l'AMEX. Alors, concernant le transfert du recouvrement retraite complémentaire, tout d'abord. Donc effectivement, ce que le gouvernement a annoncé et qui devrait se traduire dans un décret prochainement, c'est un transfert en 2 temps, en commençant par les grandes entreprises, pour faire simple, donc environ 9000 entreprises en 2023, et avec une généralisation en 2024. Alors, encore une fois, nous on considère que opérationnellement, nous sommes prêts pour cette réforme, d'une part, le pilote réalisé avec l'éditeur, qui a permis de tester l'ensemble des cas réglementaires qui avaient été conduits avec l'Agirc Arrco, a permis de voir que les différentes fonctionnalités, évolutions étaient possibles. Je rappelle que ce pilote a mobilisé des éditeurs qui représentent 90% de la paye dans le pays. Donc on est quand même sur un pilote qui est assez couvrant. Et par ailleurs, les 3-4 mois qui sont devant nous vont être mis à profit pour embarquer un certain nombre d'entreprises volontaires supplémentaires dans ce pilote. Sur la question souvent mise en avant par l'Agirc Arrco, à savoir celle de la fiabilisation des droits pour la retraite complémentaire, je redis ce qu'on avait dit plusieurs fois. L'Agirc Arrco va continuer à avoir les mêmes actions que celles qu'elle a aujourd'hui, à la fois sur le contrôle des données retraite complémentaire et sur la gestion après du compte individuel. Donc il n'y a pas de risque de régression là-dessus. Et d'ailleurs, dans des documents de l'Agirc Arrco, on voit bien qu'elle considère que le risque de régression sur ce sujet-là est faible. Par ailleurs, le fait de commencer par les grandes entreprises permet aussi de sécuriser la réforme, dans la mesure où ces entreprises, d'une part, sont quand même plus armées pour mettre en place ce changement qui a lieu dans quelques mois. Et par ailleurs, ces grandes entreprises bénéficient au sein de l'Agirc Arrco comme de l'URSSAF d'interlocuteurs personnalisés qui seront à même de les accompagner dans cette transition. Alors, effectivement, nous-mêmes, nous avons des échanges quotidiens en ce moment avec les éditeurs de paix pour déterminer comment un éditeur gérera le fait d'avoir potentiellement des clients qui sont pour les uns dans le transfert de recouvrement et les autres non. Alors, ce n'est pas ingérable, ce n'est pas la première fois qu'une réforme se déploie progressivement, et notamment par palier de taille d'entreprise. Donc on est en train de voir avec les éditeurs pour sécuriser ce point, mais c'est un sujet qui est à la fois d'une part identifié et qui, de notre point de vue, n'est pas insurmontable. Alors concernant le transfert à la caisse dépôt des collectes de caisse des dépôts et consignation, donc CNRACL, etc. Alors bon, le chantier est nettement moins avancé. Et il conviendra d'examiner dans quelle mesure le nouveau calendrier concernant la retraite complémentaire à Agirc Arrco a des conséquences sur ce calendrier. Concernant la caisse des cultes, là pour le coup on a toujours des travaux en cours avec eux, mais je crois dans une philosophie, il me semble tout à fait partagée,
visant bien à être dans une coopération avec eux et notamment à les laisser positionner sur les éléments sur lesquels l'URSSAF d'ailleurs n'a pas intérêt à rentrer, qui est notamment la compétence pour déterminer ce qui relève d'une activité de culte ou non. Ce qui est un sujet sur lequel je me garderai bien de rentrer un jour. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui doit pouvoir trouver franchement une solution tout à fait apaisée. En tout cas, les discussions sont en cours pour avoir une convention qui détermine comment on travaille avec la Caisse des cultes. Alors, au total, voilà, je pense qu'on a des chantiers qui peuvent se poursuivre, qui, encore une fois, sont porteurs de simplification et, par ailleurs, de gains en performance du recouvrement et du contrôle. Alors, on n'est pas dans une logique d'universalisation, mais pour, je crois, une raison qui a été assez bien expliquée dès la LFS pour 2020. L'idée, c'est d'offrir aux différents cotisants un guichet unique pour leur cotisation sociale. Vous avez mentionné quel régime agricole. La MSA offre déjà ce guichet unique pour le régime agricole, pour les cotisants agricoles. Donc il n'y aurait pas de gain pour les cotisants agricoles à rentrer dans le monde URSSAF. À la différence des cotisants Agirc Arrco ou CDC qui connaissent à la fois l'URSSAF et d'autres collecteurs. Voilà. Donc le fait qu'on ne soit pas sur une logique totalement universelle note pas l'intérêt de cette réforme. Merci. Alors, Katia Brossopoli. Oui, monsieur le directeur, merci. J'ai entendu vos arguments, mais donc ça a été dit par notre collègue René Paul, le PLFSS 2023 donc, prévoit l'article 6, le transfert donc précipité, à mon sens, du recouvrement des cotisations Agirc Arrco vers l'URSSAF. Nous avions travaillé à un rapport avec notre collègue René-Paul Savary et je pense que une fois de plus le gouvernement n'a pas entendu et n'a pas écouté les préconisations du Sénat et je le regrette pour ma part. Et pour rappel quand même, l'ensemble des organisations et syndicales et patronales sont opposés à l'unification du recouvrement des cotisations des régimes complémentaires de retraite. Alors, nous ne disions pas dans ce rapport, et ça a été rappelé à juste titre, qu'il ne fallait pas le faire. Nous demandions un délai supplémentaire. Nous ne disions pas, c'était pas un blackout, c'était nous demandions un délai supplémentaire. Et donc, je voudrais vous poser une question parce que je rappelle que le transfert du recouvrement des cotisations Agirc Arrco au 1er janvier 2023, donc à des entreprises soumises au dispositif du versement en lieu unique, c'est 9 170 entreprises, soit 5,6 millions de salariés. Et au 1er janvier 2024, donc, ça se mettrait en place pour les autres. Quelles garanties supplémentaires apportez-vous au gouvernement pour justifier de l'unification précipitée du recouvrement des cotisations des régimes complémentaires de retraite à l'URSSAF? Je vous remercie parce que on parle ici, évidemment, pour les assurés, d'une perte de contrôle sur leurs droits individuels. Je vous remercie. Olivier Henno. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur pour vos propos et pour cette clarté sur une matière complexe mais indispensable qui est la question du financement de notre protection sociale. Lorsque ça s'appelait encore la cause, vous aviez ici, lors d'une audition, évoqué avec les taux d'intérêt négatifs des provisions positives. Et j'avais été assez marqué par ça parce que c'était culturellement pas habituel d'imaginer ça. Évidemment, du fait de l'inflation, peut-être du ralentissement de l'activité, les taux d'intérêt vont monter. Et donc, est-ce que vous avez une évaluation de l'évolution de ces provisions maintenant que les taux d'intérêt, vous l'avez déjà abordé, mais est-ce que vous avez est-ce que vous abordez ça dans une perspective de ce que pourrait représenter la charge de la dette à court et à moyen terme pour la Caisse?
Ça, c'est une question de portée générale. Et puis, maintenant, une question qui concerne la branche famille, qui est assez technique. Vous l'avez commencé à l'aborder, mais le PLFSS prévoit une réforme du calcul du CMG emploi direct, compensant une partie de la rémunération de l'assistante maternelle ou de l'employé à domicile pour garde d'enfants. La prestation est versée et financée par la branche famille, mais fait l'objet depuis 2019 d'une intermédiation par le dispositif Page Emploi. On l'a déjà abordé aussi ici, cette perspective rattachée à l'URSSAF. Et dans quelle mesure ce circuit d'intermédiation par Page Emploi sera-t-il concerné par ce changement de calcul du CMG? L'entrée en vigueur de la réforme est prévue pour 2025. Certaines difficultés techniques, vous les aviez déjà abordées, que pourrait rencontrer Page Emploi, doivent-elles être levées dans ce délai? Comment elles vont l'être? Et pouvez-vous nous éclairer sur l'articulation sur le système d'avance immédiate des aides fiscales pour garde d'enfants, notamment prévu dans la dernière loi de finances de la Sécurité sociale pour une mise en œuvre à l'horizon 2024, et notamment cette réforme du CMG? Je vous remercie. Raymond Poncet-Monge. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Oui, moi je voulais revenir aussi sur cet article 5 sur l'échéancier là pour les avances. Comme c'est un article spécifique, est-ce que le calendrier a été modifié? Parce qu'on avait un calendrier dans le PLFSS qui était que nous avions voté. Alors c'est à vrai dire, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, parce que vous comprenez bien que quand même ça pose un problème, comment dirais-je, davantage concurrentiel quand même. Pour les associations prestataires, notamment, si elles passent derrière le mandataire, si elles passent derrière le gré à gré, un crédit d'impôt en direct a un impact quand même très important sur le recours pour beaucoup de familles. Donc j'espère au moins que déjà il y avait un calendrier dont on pouvait émettre une certaine critique, notamment pour le non lucratif prestataire. J'espère qu'il n'a pas été reculé. Et alors, ma deuxième question recoupe celle de mon collègue. Enfin, j'aurais aimé savoir, au moins depuis 2015, puisque vous avez dit que depuis 2015, les taux négatifs donc, généraient des produits financiers. Le cumul, vous nous avez donné 270 millions, une estimation de 60 millions pour cette année. Mais est-ce qu'on a... Alors, je ne savais pas qu'il y avait des provisions positives, mais si c'est là qu'on les met, au moins le cumul depuis 2015 de ces produits financiers qui peuvent effectivement permettre de faire face à des taux d'intérêt qui peuvent être, à l'inverse, un coût financier pour la Caisse. Je vous remercie. Très bien. Philippe Mouillet. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur pour votre présentation. C'est toujours on a toujours une vision un peu gigantesque des enjeux financiers et de cette mécanique permanente d'emprunt à court terme, de taux négatifs et d'évolution de provision nous donne toujours un peu le tournis, mais ça fait partie du quotidien et donc les choses sont amplifiées. Moi j'ai une question plutôt de détail, très technique, puisque je suis rapporteur de la branche autonomie donc pour le PLFSS, et donc en ce moment on reçoit beaucoup en audition des structures et notamment dans le domaine du médico-social. Alors ma question concerne l'application de la loi de 2007 sur l'exonération des cotisations de sécurité sociale dans les zones de ZRR. Donc il y a un certain nombre de règles qui sont fixées dans la loi, organisme d'intérêt général à but non lucratif, et donc pratiquement les maisons de retraite sont concernées par ce type d'exonération. Sauf que dans l'application aujourd'hui, l'exonération s'applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé ou public, et quelle que soit la forme et la durée du contrat de travail. Et il s'avère qu'à première vue, dans l'application, les fonctionnaires sont exclus du sujet. Donc seuls les contrats de droit public sont intégrés. Donc j'aurais voulu avoir une précision sur un point qui semble relativement important, donc sur toutes les zones ZRR de France qui sont concernées. Oui, alors Daniel Chassaing. Ensuite, Victoire Jasmin et Jean-Marie. Merci Daniel Madame Chassaing. La Présidente, merci Monsieur le Directeur. Donc une première question qui a déjà été posée, si vous voulez, depuis 2015. Donc vous avez des emprunts qui rapportent même 60 millions d'euros en 2020, vous avez indiqué.
Et depuis octobre 2022, les taux deviennent positifs avec des difficultés à savoir à quel taux vous allez emprunter, puisque vous avez parlé d'un attentisme des prêteurs. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour quel taux vous avez anticipé, ou si vous ne l'avez pas fait, mais quel taux on peut anticiper pour l'année 2023 et les années futures? Et deuxièmement, une question assez technique concernant les médecins. Vous savez que beaucoup de cabinets fonctionnent avec des médecins retraités. Et actuellement, certains médecins ne veulent plus cotiser, ne veulent plus faire de remplacement parce qu'ils cotisent à la CAMP, mais si vous voulez, ils cotisent à fond perdu. Et certains m'ont indiqué que pour un petit chiffre d'affaires, on pouvait seulement cotiser à l'URSSAF. Et je voulais avoir des précisions à ce niveau-là. Et pour quel chiffre d'affaires et quelle cotisation sociale, puisque ça c'est demandé par les médecins retraités. Merci. Victoire Jasmin. Merci Madame la Présidente. Oui, alors moi je voudrais savoir quelles sont... Vous m'écoutez? Voilà, merci. Oui, je voudrais savoir quelles sont les mesures qui ont été prises concernant les incompatibilités des systèmes d'information qui ont existé et qui existent probablement encore et qui ont été préjudiciables à la plupart des acteurs, notamment les travailleurs indépendants, avec les problèmes du RSI notamment. Donc, quelles sont les mesures qui ont été prises et est-ce que ça ne contribue pas également à partir de ces éléments-là, d'avoir des incohérences concernant tout ce que vous pourriez aussi appeler des détournements ou en tout cas, je ne sais pas trop comment le dire, mais des personnes qui pourraient avoir cotisé, mais compte tenu de ces situations-là, pourraient apparaître comme étant des personnes qui ne seraient pas en conformité. Très bien. Et pour terminer, Jean-Marie Valin. Merci Madame la Présidente. Bon. Ma question sera brève, Monsieur le Directeur. Ça concerne les fraudes. Je voulais savoir où vous en étiez de l'estimation du montant de la fraude et des moyens effectivement que vous entendiez mettre en œuvre pour la contrôler et la réprimer. Merci beaucoup. Et Annick Jacquemet. Oui, merci Présidente. Voilà, Monsieur le Directeur, je profite en fait de votre venue pour vous poser une petite question. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais voilà, j'étais ce matin justement avant de venir en visioconférence avec notre présidente de région qui entre autres nous a parlé d'un ticket mobilité qu'elle souhaitait mettre en place donc sur la région de Bourgogne-Franche-Comté qui consisterait à allouer un chèque mensuel de 40 € à tous les salariés qui toucheraient jusqu'à 2 fois le SMIC pour les aider en ces périodes difficiles où l'énergie est si chère. Je rappelle que la Bourgogne-Franche-Comté, comme beaucoup de régions, est une zone en partie rurale et puis que pour les salariés qui ont à se déplacer, la voiture est indispensable. Alors, la région prendrait en charge 20 €, les entreprises prendraient en charge 20 € sur 11 mois de l'année. Et le problème, c'est que les entreprises, enfin pour l'URSSAF, ça devient un avantage en nature qui donc est soumis à charge sociale. Donc ça renchérit d'autant le coût pour les entreprises qui veulent bien faire un effort. Mais voilà, alors est-ce qu'il y aurait une solution ou comment est-ce que ce dossier pourrait être traité pour qu'il n'y ait pas un coût trop important pour les entreprises? C'est une idée que je trouve bonne et qui pourrait éventuellement se dupliquer sur d'autres régions. Donc voilà, je voulais votre sentiment par rapport à ça. Merci bien. Merci. Alors, Monsieur le Directeur, beaucoup de questions. Pardon. Merci Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, pour revenir sur les questions soulevées par Madame la Sénatrice Apoursopoli concernant le transfert Agirc Arrco. Je pense que c'est un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans avec l'Agirc Arrco. Donc on ne peut pas parler de précipitation. Le gouvernement, par ailleurs, étale en 2 phases, en commençant par les grandes entreprises, mais donc quand même par 9000 entreprises sur le 1,5 million d'entreprises du pays. Donc je pense que ça tient compte de la demande de progressivité, de sécurisation que vous aviez exprimée. Vous avez mentionné la prise de position des partenaires sociaux.
c'est une prise de position qui renvoie à des arguments et à des craintes de nature plus politique, tenant à la question de la fusion des régimes, de la question des réserves. Alors, point sur lequel le gouvernement a donné des engagements. Et très franchement, on sait très bien qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'on collecte ou non une ressource et la capacité du gouvernement à fusionner ou non un régime ou à ponctionner des réserves. Ce sont des sujets de nature différente. Après, voilà, il y a une inquiétude des partenaires sociaux, elle est de nature politique, mais ça ne porte pas sur... non, mais quand je dis ça, il n'y a pas de jugement sur le fait que les partenaires sociaux... Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a deux manières d'aborder ce sujet du transfert de recouvrement. Soit on le regarde sur la question quels sont les risques opérationnels pour les entreprises, pour les salariés, etc. Voilà. Sur ce point, nous avons, depuis le début, donné un certain nombre de garanties, et notamment sur la question des droits des salariés, Madame la sénatrice. Encore une fois, l'Agirc-Arrco continuera à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc il n'y a pas de risque de régression sur la gestion des droits des salariés. Et l'Agirc-Arrco elle-même le reconnaît dans des documents internes. L'Agirc-Arrco elle-même écrit que le risque de moindre fiabilité des droits à retraite complémentaire est faible. Voilà. Donc ce sujet-là, je comprends qu'il y a une inquiétude sur ce risque, mais voilà, je peux vous donner des garanties sur le fait que dès lors que l'Agirc-Arrco continuera à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, il n'y a pas de risque de régression. Dans le cadre de ce projet, on travaille avec l'Agirc-Arrco et le ministère de tutelle à faire finalement une analyse des risques. Parce que voilà, comme on le fait pour tout projet de cette nature, mais il n'y a pas de risque, par exemple, de perte de contrôle sur les droits des salariés. Et donc, on met à profit les mois qui viennent pour sécuriser. Et bien entendu, vous ne manquerez pas, et c'est normal, de nous demander de rendre des comptes, y compris sur le premier jalon. Bien entendu, c'est tout à fait normal qu'on doive rendre des comptes sur cette première étape. Alors, sur la question soulevée à la fois par monsieur le sénateur Hainaut, madame la sénatrice Poncet-Monge et monsieur le sénateur Chassaing, sur la question des produits financiers et notre prévision du coup charges d'intérêt. Alors, tout d'abord, avoir en tête que les produits financiers qu'on avait ces dernières années n'ont pas constitué une cagnotte, c'est-à-dire qu'ils sont venus... Ils étaient intégrés, je dirais, au solde de la sécurité sociale, et donc ça venait réduire un peu le déficit du régime général. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait l'exercice d'addition que vous m'avez que vous demandez de faire. Je pourrais le faire postérieurement à l'audition si vous le souhaitez, vous le transmettre. Voilà, je pense qu'on doit être de l'ordre du milliard, puisque, encore une fois, je redonne les chiffres. Cette année, on sera à 60 millions. L'an dernier, on était à 270 milliards. Et on va dire que les années entre 2016... Pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc, 60 millions, 270 millions l'an dernier. Et on a eu toute une série d'années, on était entre 100 et 150. Donc, je pense que, comme en gros, c'est entre 2015-2022, ça devrait être de l'ordre du milliard. Mais je pourrais vous donner quelque chose de beaucoup plus précis, bien entendu. Alors, après... Non, de produits financiers cumulés pendant toute la période où nous étions en taux négatif. Après, encore une fois, comme j'ai dit, ça n'a pas constitué un fonds de réserve, hein, ça avait juste venu réduire les déficits. Voilà. Vous l'aviez bien en tête. Alors, sur l'année 2023, on prévoit que le besoin de financement moyen sur l'année du régime général sera de 18 milliards,4. Donc, alors, on peut faire une estimation en supposant par exemple qu'on ait 0,5% de taux d'intérêt moyen sur l'année, ça ferait un coût de l'ordre de... attendez, je vais faire en sorte de ne pas me tromper, puisque... de l'ordre de 90 millions, donc de l'ordre de 100 millions. Donc voilà, on pense que si on est sur... un demi-point de taux d'intérêt moyen, on sera de l'ordre de 100 millions. Et voilà, vous pouvez faire l'exercice en passant, si on passe à 1%, etc., etc. Voilà. Tout en rappelant, encore une fois, que
c'est inférieur à l'inflation, et donc en réel, ça reste négatif. Pour venir maintenant à la question posée par M. le sénateur Hainaut sur Page Emploi et le CMG et l'avance immédiate. Alors, oui, effectivement, dès lors que c'est Page Emploi qui aujourd'hui gère, entre guillemets, le complément mode de garde lorsqu'on est en emploi direct, effectivement, c'est nous qui allons devoir mettre en œuvre cette réforme. Et d'ailleurs, ça explique le calendrier retenu au vu des difficultés que vous avez rappelées. C'est-à-dire que, bon, voilà, on sait qu'on a eu un certain nombre de difficultés en 2018-19 dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du complément mode de garde. Et ça a révélé une certaine obsolescence en fait, du système d'information de Page Emploi. Donc nous avons lancé un programme de rénovation complète de ce système d'information de Page Emploi. Et c'est une fois que cette rénovation aura été mise en œuvre, en 2024, que nous pourrons réaliser toutes les évolutions prévues sur le complément de mode de garde, qui sont comme des évolutions très structurantes sur la manière de calculer cette prestation. Donc cela explique le calendrier retenu en 2025. Vous avez posé la question de l'articulation avec l'avance immédiate du crédit d'impôt service à la personne. Donc cette avance immédiate crédit service à la personne sera accessible aux ménages qui bénéficient du complément de mode de garde en 2024. Alors très concrètement, aujourd'hui, le ménage paye à l'assistant maternel, à la garde d'enfants, ce qui reste à sa charge après complément mode de garde. Et dans le dispositif tel qu'il se mettra en place en 2024, il ne paiera plus que ce qui reste à sa charge après le complément de garde et crédit d'impôt. Donc ça réduira l'avance de frais que le ménage doit réaliser. On est sur un système qui est peut-être compliqué à mettre en œuvre, mais qui, du point de vue de l'usager, est extrêmement simple en fait. C'est-à-dire, encore une fois, je pense que vous pouvez faire l'expérience sur les 300 000 ménages, j'en suis, qui ont utilisé l'avance immédiate dans son périmètre actuel. Concrètement, vous nous faites une seule déclaration, comme d'ailleurs vous le faisiez avant. Vous déclarez en gros le nombre d'heures et le salaire horaire de votre employé. Et le mois suivant, le CESU, de ma Page Emploi, prélève sur votre compte le salaire, enfin le reste à charge en fait, c'est-à-dire le salaire moins le crédit d'impôt. Effectivement, c'est un système de tiers payant, tout à fait, effectivement. Pour venir justement sur la question du calendrier tel qu'elle apparaît dans l'article 5, alors on a bien à cœur effectivement cette question de l'équité de concurrence entre les différents secteurs, entre notamment l'emploi direct et l'emploi intermédiaire. Alors, s'agissant quand même déjà de ce qui est aujourd'hui dans l'avance immédiate, aujourd'hui, donc pour les ménages qui ne sont pas bénéficiaires de l'APA et de la PCH, on peut bénéficier de l'avance immédiate qu'on soit en emploi direct ou en emploi intermédiaire. Alors, le sujet est plus compliqué effectivement à mettre en œuvre pour les ménages qui bénéficient de l'APA et de la PCH, parce qu'il faut intégrer notamment les services de gestion des départements dans le dispositif. Or, on a des choix très variés entre les départements dans la manière dont ils ont des relations financières avec les services d'aide à la personne. C'est-à-dire qu'un certain nombre de départements, notamment, ont des systèmes de convention avec les services d'aide à la personne où ils versent directement les sommes. Et donc, il faut qu'on construise. Autant le système est finalement assez simple à mettre en place pour l'emploi direct. Et d'ailleurs, on a commencé l'expérimentation sur l'emploi direct. Alors, on a 60 personnes dedans, donc ça reste l'avantage concurrentiel. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel ou distorsion de concurrence. Le sujet, il est plus complexe s'agissant effectivement de l'emploi indirect. Et donc, il faut qu'on travaille. Quand je dis qu'on travaille, c'est vraiment ce qu'on va faire cet automne, très rapidement, avec les départements et le secteur des services à la personne pour déterminer en fait le bon circuit de gestion qui tienne compte du fait qu'il ne faut pas effectivement demander d'avance des frais aux ménages, qu'il faut par ailleurs que les départements puissent, comme aujourd'hui, vérifier le service fait. C'est comme une exigence assez forte de leur part, ce qu'on peut comprendre parce qu'ils sont payeurs. Et par ailleurs, un circuit qui puisse être mis en place
dans un calendrier proche de celui de l'emploi indirect. Donc, alors, ce que l'article... Alors, je vous avoue que je n'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a un ajustement du calendrier, mais quand même qui reste bien dans l'idée d'avoir un calendrier très proche entre les deux secteurs. Et après, dans l'article, il y a d'autres dispositions, par exemple, sur les contrôles réalisés par l'URSSAF sur les organismes de service à la personne pour qu'ils puissent rentrer dans le dispositif. Voilà. L'article ne parle pas seulement sur le calendrier, il y a d'autres aspects plutôt techniques, mais qui sont dans cet article. Mais en tout cas, l'intention est bien, effectivement, d'avoir une équité entre les deux secteurs. Alors, concernant la question posée par le sénateur Mouillet sur les organismes d'intérêt général en zone de réhabilitation rurale, alors, j'avoue qu'il faut que je vérifie ce point, parce que j'ai en tête, de manière générale, l'application d'un certain nombre d'exonérations de cotisations sociales aux organismes qui ont un statut public est souvent comme un point qui est parfois un point de difficulté, hein, clairement dans l'application du droit. Donc il faut que je vérifie ce point. Je vous apporterai, si vous en êtes d'accord, la réponse après cette audition. Alors, concernant la question posée par monsieur le sénateur Chassaing sur les médecins retraités. Alors, je vais revenir justement sur ce dispositif qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans, qui est du régime simplifié des professions médicales. Alors, ça vise à répondre au fait qu'au-delà même de la question des médecins retraités, l'exercice libéral classique peut être très dissuasif en termes de cotisation sociale pour quelqu'un qui a une petite activité libérale. Vous dites qu'il faut que je sois vigilant au temps, madame la sénatrice. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, d'accord, excusez-moi. Je demande pardon. Alors, d'accord. Alors, j'explique pourquoi, hein, ça peut être assez pénalisant l'exercice libéral classique pour quelqu'un qui a une activité libérale réduite. C'est que d'une part, vous devez faire une comptabilité précise de vos produits et de vos charges. Vous êtes sur un système où vous cotisez de manière avec un système d'acompte et de régularisation en N+1. Et donc par ailleurs, vous avez les cotisations des caisses de retraite des professions de santé qui, pour certaines, finalement, prévoient des cotisations forfaitaires, quel que soit votre revenu. Et donc, si vous avez une activité réduite, c'est extrêmement lourd de tenir cette comptabilité. Le fait d'avoir des décalages entre acompte et régularisation, ça a un sens si vous avez une activité classique et permanente et assez stable, ce qui est le cas des professions de santé en général. Mais si c'est une activité plus limitée, ce n'est pas approprié. Et par ailleurs, effectivement, le niveau des cotisations forfaitaires peut être totalement dissuasif si vous avez une activité réduite. Et donc, c'est pour ça que ce régime simplifié a été mis en place il y a 2 ans. En fait, ce régime, il est complètement inspiré, je dirais, de l'auto-entreprise. Je rappelle que l'auto-entreprise n'est pas possible pour l'exercice d'une activité de soins. Alors, pour toute une série de raisons, mais notamment parce qu'il s'agissait d'éviter qu'on puisse avoir une distorsion entre les professionnels qui seraient dans les caisses classiques de retraite des professions de santé et les auto-entrepreneurs. Mais ce dispositif de régime simplifié, il est vraiment inspiré de l'auto-entreprise, c'est-à-dire que vous cotisez sur votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas à tenir la comptabilité de vos charges, vous déclarez et vous payez le mois ou le trimestre suivant, donc il n'y a pas ce décalage entre les revenus et les cotisations, et c'est strictement proportionnel. Vous payez une seule fois à l'URSSAF, donc il n'y a pas ce côté disproportionné, parfois des cotisations forfaitaires par rapport à l'activité. Et donc vous payez en une seule fois à l'URSSAF, et après l'URSSAF reverse à la CARMF ce qui lui revient. Donc c'est un dispositif qui a d'abord été conçu plutôt pour notamment les internes qui commencent avec une activité libérale réduite ou les remplaçants. On a déjà, ça dit, quelques retraités qui l'utilisent. C'est un dispositif qui a trouvé, alors même qu'on est dans un contexte un peu particulier et qu'on n'a pas fait une énorme promotion, comme qui a trouvé son public, c'est-à-dire qu'on a en 2 ans déjà 6500 professionnels qui utilisent ce dispositif. Et donc, ce que prévoit l'article 9, c'est l'étendre aux activités de régulation, dans le contexte qu'on sait de besoin de régulation. Après, si je puis me
permettre un commentaire. Je pense que le succès de ce dispositif, et par ailleurs la question que vous posez, montre bien qu'il y a, à mon sens, besoin d'un cadre, et on pourrait utiliser ce dispositif en fait en l'étendant, d'un cadre pour les activités justement libérales réduites. Parce que en fait, aujourd'hui dans la loi, finalement, il y a une série de conditions pour en bénéficier. Il faut être soit remplaçant, soit étudiant, soit demain régulateur. Il y a un chiffre d'affaires, un plafond de chiffre d'affaires qui est quand même assez bas, 19 000 euros. Et donc on fait 19 000 euros de chiffre d'affaires. Et finalement, ce que nous disent certains médecins qui l'utilisent, c'est qu'on y arrive assez vite. Voilà. Et donc, voilà, je pense que dans un contexte où on a un besoin de professionnels qui ont, de retrouver du temps médical, tout simplement, voilà, il serait intéressant, je pense, de voir comment on peut à l'avenir étendre ce dispositif, le libéraliser en quelque sorte. Alors, ça suppose de tenir compte des questions d'équilibre avec les caisses de retraite des professionnels de santé. Mais voilà, je trouve que c'est un dispositif intéressant pour des personnes qui veulent avoir une activité libérale partielle. Voilà. Je pense que dès que vous êtes à 100% libéral, ça n'a pas de sens, mais qu'on soit sur un retraité qui veut reprendre ou maintenir une petite activité libérale 2 jours par semaine, sur le cas de l'interne qui fait quelques remplacements, ou même du médecin salarié qui voilà, veut faire un peu de libéral à côté, ça peut être un dispositif intéressant. Voilà, donc je saisissais cette occasion d'en faire la promotion. Et donc de voir comment dans l'avenir on peut l'étendre, y compris d'ailleurs à peut-être d'autres professions de santé. Madame la sénatrice Jasmin, vous m'interrogez effectivement sur les problèmes informatiques concernant les travailleurs indépendants, notamment, si je comprends bien. Alors, c'est un sujet sur lequel on a quand même beaucoup travaillé ces dernières années avec le RSI lorsqu'il existait, et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même énormément d'investissements pour résoudre les difficultés informatiques rencontrées. Et d'ailleurs, si on se place avant la crise sanitaire, ça s'était traduit très visiblement dans la satisfaction des indépendants. C'est-à-dire qu'on avait quand même un niveau de paiement qui s'était très fortement amélioré pour les travailleurs indépendants. Et on sait qu'en général, lorsqu'il y a eu le problème du RSI, et des problèmes très forts en 2008, ça s'est traduit par une très forte dégradation du paiement parce que les gens n'avaient plus confiance dans ce qu'on leur demandait. On était revenu, avant la crise sanitaire, à des niveaux de paiement très satisfaisants, même meilleurs que ce qu'on avait avant. On arrive aujourd'hui on a des niveaux d'appels téléphoniques qui sont tout à fait normaux. Donc je dirais qu'on a quand même, alors je dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein, je dis pas que ça n'arrive jamais. Mais aujourd'hui, on a retrouvé un niveau de fonctionnement qui nous semble satisfaisant. Je dirais dans les préoccupations qu'on prend en charge, il y a non seulement le bon calcul des cotisations, leur encaissement, mais derrière l'établissement des droits, notamment des droits à retraite pour les indépendants. Et donc aujourd'hui, je sais que c'est un sujet qui a très mal fonctionné il y a 15 ans. Et pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, la CNAV dispose des données pour calculer la retraite des travailleurs indépendants. Donc voilà, aujourd'hui, ce système fonctionne mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets qui peuvent être de difficulté. On sait que, par exemple, il y a des questions pour les micro-entrepreneurs qui relèvent de la CIPAV, mais ça renvoie aussi à des questions juridiques, des contentieux qui ont eu lieu sur le calcul de leurs cotisations. On sait aussi qu'il y a un certain nombre de situations, notamment pour les travailleurs indépendants, où ils n'ont pas forcément payé régulièrement leurs cotisations. Et ces moments de la retraite qui se rendent compte qu'ils n'ont pas tous leurs droits, parce que pour les indépendants, ce sont les cotisations payées qui permettent d'établir les droits. Voilà. Et puis on sait aussi par ailleurs qu'on a des situations réglées, par exemple à Mayotte, où aujourd'hui on n'a pas repris une collecte de la cotisation retraite pour les indépendants. Donc il y a encore quelques situations qui sont plutôt des situations très ciblées. Mais globalement, ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionne normalement. Monsieur le rapporteur général, je n'arrive pas à retrouver... L'ex-rapporteur général, excusez-moi. Que madame la rapporteure générale m'excuse. Un jour, rapporteur toujours. Je présente toutes mes excuses à madame la rapporteure générale. Ça s'est tellement ancré dans mon cerveau.
En fait, je vous présente tous mes excuses. Ah oui, c'est sur la fraude, l'évaluation de la fraude. J'arrivais plus à me relire. Et donc, j'arrive plus à relire la question. Alors, nous sommes toujours sur une évaluation de la fraude. Alors, pour dire, cela fait maintenant plus de 10 ans, désormais, que nous réalisons des évaluations de la fraude entendue comme le travail dissimulé, sur la base de contrôles aléatoires que nous réalisons tous les ans, c'est-à-dire tous les ans. Une partie des contrôles URSSAF contre le travail dissimulé sont des contrôles aléatoires, c'est-à-dire établis sur des échantillons par nos statisticiens et visant uniquement à mesurer la prévalence du travail dissimulé dans un secteur donné. Et donc, c'est un travail qu'on fait depuis des années et qui nous permet d'avoir aujourd'hui une relation assez robuste de la fraude aux cotisations sociales. C'est-à-dire, ce sont des travaux qu'on a partagés avec le Conseil national d'information statistique. Donc voilà, aujourd'hui, on a cette évaluation de l'ordre de 7 à 8 milliards pour ce qui concerne les salariés. On a pu récemment progresser aussi sur l'évaluation de la fraude concernant les travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs. On est de l'ordre de 1 à 2 milliards de fraude. Voilà, donc on pense qu'on a un risque lié au travail dissimulé qui est de, on va dire, entre 7 et 10 milliards. Voilà. Alors, par rapport à cela, l'an dernier, on a redressé 800 millions en termes de lutte contre le travail dissimulé. Donc, en gros, on couvre 10% du risque. Alors, s'agissant de fraude, il n'y a pas de monde où on couvre 100% du risque de fraude. Ça n'existe pas. N'empêche qu'on doit faire plus que les 10% qu'on fait aujourd'hui. Alors, je tiens à dire qu'on a eu une progression quasi constante des montants redressés. Hein. Si on compare la période 13-17 et la période 18-22, on devrait avoir fait plus de 50% en termes de montants redressés. Et alors, la question que vous posez pour l'avenir, c'est une question qui sera discutée dans le cadre de la future convention de gestion entre l'URSSAF et l'État. Mais il est normal et prévisible que l'État nous demande de continuer une progression du même ordre. Et alors, ça va reposer sur quoi? Ça va reposer à la fois sur plus de moyens humains. C'est-à-dire que nous avons eu au cours de cette période un renforcement des effectifs consacrés à la lutte contre le travail illégal. Donc nous allons poursuivre ce renforcement. Et puis ça repose aussi sur des outils, notamment pour mieux cibler les contrôles. Donc nous avons depuis 2 ans un outil de data mining qui permet, donc, en croisant beaucoup de données, de mieux cibler nos contrôles en matière de lutte contre le travail dissimulé, avec des résultats intéressants. Et toujours en termes d'exploitation de données, nous mettons en place la semaine prochaine une nouvelle base de données qui centralisera les données sur les détachements, déclaration préalable de détachement, ce qui devrait nous permettre de mieux croiser et de mieux cibler nos contrôles sur la fraude au détachement, dont on sait que c'est un enjeu très important en termes de risque d'évasion sociale et aussi de distorsion de concurrence pour les entreprises françaises. Et donc, pour conclure, donc, concernant la question posée par Madame la sénatrice Jacquemet, alors effectivement, sur ces sujets, la loi est un peu binaire, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de situations où la loi prévoit les conditions dans lesquelles l'employeur peut verser, peut prendre en charge une aide, etc. Ce dispositif que vous mentionnez étant nouveau, je pense qu'il n'est pas listé par la loi. Donc, sans changement de la loi, je crains qu'on doive effectivement considérer que c'est soumis à cotisation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Oh là, voulez-vous un verre d'eau? Il est temps, oui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et donc, à une prochaine audition. Et maintenant, nous allons entendre la CNAF. La CNAF, voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir, monsieur.